Lorsqu'on examine la justesse d'une mesure produite par un outil, on veut surtout s'intéresser à sa fidélité et à la validité des mesures qui sont produites. Lorsqu'on s'intéresse à la fidélité d'un outil, on s'intéresse à sa capacité de reproduire un résultat de façon consistante dans le temps, dans l'espace ou lorsqu'il est utilisé correctement par des observateurs différents. Donc, la fidélité s'exprime principalement selon trois caractéristiques. La première, c'est la fidélité test-retest. Quand on pense à la fidélité test-retest, on pense à évaluer un même événement à un temps 1 et à un temps 2. Si l'événement est le même, la mesure prise à temps 1 et temps 2 devrait être la même. Donc, la fidélité test-retest s'exprime en termes de coefficient de corrélation intraclasse et plus ce coefficient-là est élevé, meilleure est la fidélité test-retest. La fidélité test-retest est particulièrement importante quand on souhaite évaluer un changement dans le temps. Par exemple, si on veut évaluer une amélioration au niveau cognitif, avant et après une intervention, si notre outil n'a pas une bonne fidélité test-retest, les mesures qu'on pourra prendre ou les changements qu'on pourra observer pourront être dus à un changement dans le temps ou pourront être dus à une mauvaise fidélité de l'instrument. Un deuxième type de fidélité qui est important à examiner, c'est la fidélité interévaluateur. Donc, quand on a deux évaluateurs, un à côté de l'autre, qui évaluent, par exemple, le temps de marche ou la capacité d'une personne à s'habiller ou à fonctionner, on veut que la mesure soit la même. On veut que ces personnes-là aient une même mesure du phénomène étudié, et ça s'appelle la fidélité interévaluateur. C'est souvent exprimé en termes de coefficient de corrélation intraclasse ou en termes de kappa, donc ce qui est un accord entre les juges. Et la fidélité interévaluateur est particulièrement importante à considérer quand plusieurs personnes collectent des données. Par exemple, si on voulait faire un projet de recherche sur la qualité de vie des personnes qui ont un accident vasculaire cérébral dans plusieurs sites au Québec et on utilisait pour ce faire un outil de mesure de la qualité de vie, on voudrait que cet instrument-là ait particulièrement une bonne fidélité interévaluateur. Il y a un troisième type de fidélité qui existe, il s'appelle la consistance interne. Brièvement, il s'agit de considérer si les items qui sont présents à l'intérieur d'un test témoignent du phénomène de façon simultanée. Donc, si on a 20 items pour évaluer, par exemple, la fatigue, et on en a seulement 18 qui augmentent quand la fatigue augmente, on a deux items pour lesquels on n'aura pas une bonne fidélité et ce ne sera pas une bonne consistance interne. Donc, par contre, cette caractéristique-là sera peu considérée souvent à l'intérieur du cours. On l'utilise plus quand il s'agit de développer des outils. Lorsqu'on s'intéresse à la validité d'un outil de mesure, on s'intéresse à sa capacité à mesurer un phénomène étudié ou un phénomène donné. Il y a 4 grandes approches de la validité. La première, c'est la validité apparente, dans laquelle on demande à des individus, soit des personnes qui vont avoir à utiliser l'outil ou des experts dans un domaine, de juger, par exemple, si l'outil est complet, si les items sont bien formulés, sont clairs, etc. Il n'y a pas de procédure ou de statistiques qui sont associées à la validité apparente de l'outil. Un deuxième type de validité, c'est la validité de contenu, qui consiste à juger si les éléments qui sont sélectionnés dans un instrument de mesure représentent toutes les facettes du concept étudié. Par exemple, si on étudiait la qualité de vie, si on avait un outil qui étudiait la qualité de vie à partir seulement d'items basés sur la santé physique, on pourrait douter de la validité de contenu de cet outil-là. Lorsqu'on s'intéresse à la validité de construit, on s'intéresse au degré de concordance entre notre mesure et un concept théorique qui est relatif au phénomène étudié. Par exemple, si on voulait étudier l'indépendance fonctionnelle chez les personnes âgées et on avait une mesure pour laquelle l'indépendance fonctionnelle augmenterait avec l'âge des personnes, ça serait contraire au bon sens et on pourrait donc douter de la validité de construit de cet outil-là. Finalement, un quatrième type de validité, c'est la validité de critères.
qui consiste au degré de concordance entre la mesure que l'on a et un critère qui est actuellement considéré comme un gold standard. Par exemple, si on voulait développer un nouvel algorithme d'indépendance fonctionnelle, on pourrait vérifier de quelle façon notre nouvel outil mesure l'indépendance fonctionnelle et se compare à une autre mesure telle que la MIF. La validité et la fidélité sont des qualités qui varient de façon indépendante. Par exemple, on peut avoir un outil qui est très fidèle, qui nous donne toujours le même résultat, mais que ce résultat-là n'est pas le bon, il ne sera pas valide. On peut avoir un outil qui n'est pas fidèle, qui varie beaucoup au niveau des résultats, mais qui est assez valide, donc qui cerne assez bien le concept à mesurer. En fait, ce que l'on souhaite, c'est vraiment d'avoir un outil qui est à la fois fidèle, donc qui reproduit bien les mêmes résultats dans des conditions différentes, et qui est à la fois valide, qui va bien mesurer notre concept. En recherche qualitative, les critères pour juger de la qualité soit d'un outil ou d'une recherche sont un peu différents. Le premier critère, c'est la crédibilité. C'est l'équivalent de la validité au niveau qualitatif. Donc, c'est un peu la corrélation ou le lien entre un résultat qualitatif qui est exprimé par les participants, ce qu'on dit, et celui qui est rapporté par les chercheurs. Donc, la mesure ou le résultat qui est rapporté par les chercheurs, est-ce que ça reflète bien la réalité de ce que les participants ont voulu dire? La crédibilité d'une recherche qualitative s'améliore lorsqu'il y a, par exemple, des observations prolongées, lorsqu'on implique plusieurs chercheurs qui chacun vont mesurer un même phénomène et que le phénomène va être le même, et lorsqu'on fait de la triangulation, donc lorsqu'on utilise soit plusieurs données, plusieurs sources de données ou plusieurs évaluateurs. Un deuxième critère, c'est la transférabilité, c'est-à-dire la description détaillée d'un contexte pour qu'un lecteur puisse juger de l'applicabilité de la recherche à sa réalité propre. Par exemple, on pourrait vouloir qu'une recherche sur la qualité de vie des personnes ayant eu un AVC léger, une recherche qualitative bien sûr, décrive en détail le contexte dans lequel ces personnes vivent là, le système de santé, les valeurs qui sont impliquées, de sorte que si on veut vérifier si ces connaissances-là s'appliquent à une autre population, on soit en mesure de le faire. La justesse d'une recherche est un autre critère qui témoigne de la qualité d'une recherche qualitative. Quand on parle de justesse, on parle d'une recherche qui présente et qui discute, met en perspective toutes les différences, les points de vue, les résultats contradictoires, les conflits, et qui inclut notamment toutes les préférences et les positions du ou des chercheurs. Donc, on établit clairement ce à quoi on croit et comment on en est venu à nos résultats, incluant les résultats qui semblent aberrants, qui sont inattendus, etc. Enfin, une quatrième qualité, c'est la confirmabilité des résultats, qui consiste un peu à vérifier de quelle façon, si on refaisait les mêmes études et les mêmes analyses, on arriverait à ce même résultat. Ça consiste à une minimisation de l'influence du jugement du chercheur, parce que la recherche qualitative est toujours considérée comme étant plus subjective. Donc, ça consiste à décrire de quelle façon on a fait pour que le jugement, les préférences, les valeurs du chercheur influencent le moins possible le résultat d'une recherche qualitative.